Nous abordons maintenant la troisième partie de l'histoire de la découverte des éléments chimiques. Donc si vous n'avez pas vu les deux premières parties, eh bien je vous renvoie bien sûr aux deux précédentes vidéos avant d'attaquer celle-ci. Au total, 92 éléments suffisent à fabriquer la Terre, le Soleil et tout ce qui constitue la matière. Et depuis des siècles, nous tentons d'assembler les éléments entre eux pour fabriquer artificiellement de nouvelles matières. Pendant longtemps, cela a relevé davantage du bidouillage que de la science. Car pour que deux éléments s'assemblent, il faut connaître leurs propriétés à la fois chimiques et physiques. C'est après avoir vu un colporteur faire un feu d'artifice que le chimiste allemand Justus von Liebig s'est passionné pour les combinaisons chimiques explosives. Oui, il s'agit bien du Liebig, des sociétés Liebig qui produisent des soupes aujourd'hui. C'est le même Liebig. À l'époque, les fusées de feu d'artifice étaient propulsées par du fulminate d'argent, un mélange d'argent, de carbone, d'azote et d'oxygène. Liebig a la réputation d'être arrogant, irascible, querelleur et entêté. Ce n'est pas le genre d'homme que l'on contrarie. Alors, quand en 1825, le chimiste allemand Friedrich Wöhler reçoit une lettre indignée de Liebig, il est dans ses tout petits souliers. Liebig avait lu un article de Wöhler sur une composée qu'il avait fabriquée, le cyanate d'argent. Cette poudre est composée à part égale des éléments argent, carbone, azote et oxygène. Wöhler le décrit comme inoffensif et stable. Pour Liebig, en revanche, ce mélange est un explosif, puisque c'est avec ça qu'il fabrique son fulminate d'argent. Comment deux substances apparemment composées de la même quantité des mêmes éléments peuvent-elles avoir des propriétés si différentes? Fidèle à lui-même, Liebig décide qu'il n'y a qu'une seule réponse possible. Wöhler a tort. Il lui envoie donc une lettre furieuse dans laquelle il le traite d'incapable. Mais Wöhler ne se laisse pas faire. Il met Liebig au défi de fabriquer du cyanate d'argent et de faire le test par lui-même. Ce que Liebig et Wöhler ne savent pas encore, c'est qu'ils ont découvert une caractéristique fondamentale des éléments. Une caractéristique qui explique comment le monde extraordinairement complexe dans lequel nous vivons peut être formé à partir de seulement 92 atomes différents. Les deux hommes sont tombés par hasard sur des isomères. La différence entre le fulminate explosif et le cyanate inoffensif tient à la façon dont les éléments chimiques sont liés les uns aux autres. Pour le comprendre, prenons des briques de Lego. Avec un même ensemble de briques, je peux fabriquer une navette spatiale, un avion ou un bateau. Tout dépend de comment j'assemble les pièces. Eh bien, c'est la même chose avec les composés chimiques. Les mêmes éléments, combinés de façon différente, donneront des substances différentes avec des propriétés différentes. Les chimistes comprennent alors que pour créer des nouveaux composés, il est essentiel de comprendre comment les éléments se combinent entre eux. Et la clé, ce sont les atomes. Au début du XIXe siècle, les physiciens commencent à envisager l'idée que tous les éléments chimiques peuvent être composés d'atomes. Et c'est en étudiant le carbone qu'ils vont faire une découverte majeure pour la chimie. En 1796, un chimiste anglais, Spinson Tennant, cherche à découvrir la composition des diamants. Il décide d'en brûler un. Tennant recueille alors les bulles qui se dégagent et il obtient du gaz carbonique. Il avait commencé l'expérience avec deux ingrédients, le diamant et l'oxygène. Il obtient un gaz fait uniquement de carbone et d'oxygène. Il en déduit donc que le diamant est fait de carbone pur. Avec la découverte de Tennant, les scientifiques sont confrontés à une énigme. À l'époque, on connaissait le carbone, mais sous la forme de graphite, un des minéraux les plus tendres de la planète. Quel pouvait bien être le lien avec la pierre la plus dure du monde, le diamant? Quel était le secret du carbone? À la fin du XVIIIe siècle, ne sachant pas encore que les éléments sont composés d'atomes, Tennant est incapable de trouver la réponse. Il faudra attendre encore une cinquantaine d'années pour qu'un jeune Écossais, du nom d'Archibald Scott Cooper, ne relève le défi. En 1856, à l'âge de 27 ans, il part travailler à Paris auprès de l'un des plus grands chimistes de l'époque, Charles Adolphe Wurtz.
Cooper était convaincu de l'existence des atomes. Il développe alors une théorie, celle de liaisons existantes entre les atomes, qui expliquerait comment les éléments sont reliés les uns aux autres. Cooper écrit son article en juin 1858. Les idées qu'il contient vont révolutionner notre interprétation de la chimie. Voilà comment Cooper représente les liaisons entre les atomes. C signifie le carbone et H l'hydrogène. Les différents traits entre eux sont les liaisons qui expliquent comment, d'après lui, les atomes sont assemblés. Cooper a compris que le carbone possède non pas une, mais 4 liaisons chimiques. Ceci lui permet de se lier à d'autres atomes de carbone avec des forces différentes. C'est pourquoi le carbone existe sous 2 formes différentes. Dans le diamant, les 4 atomes de carbone sont reliés entre eux en 3 dimensions, ce qui explique la dureté du diamant. Mais dans le graphite, les mêmes atomes de carbone ne sont liés que par 3 et dans un seul plan. Les liaisons sont ainsi plus faibles, ce qui explique que le graphite est un métal beaucoup plus mou. Les 4 liaisons du carbone lui confèrent une autre propriété. Le carbone peut ainsi s'associer à beaucoup d'autres atomes et former des anneaux ou de longues chaînes, une caractéristique extrêmement rare parmi tous les atomes. Archibald Cooper a répondu à une question fondamentale en expliquant pourquoi le carbone se trouvait dans un si grand nombre de composés dans la nature. Il lui reste à publier le résultat de ses travaux pour se faire attribuer le mérite de cette découverte. Mais au même moment, le chimiste allemand Friedrich August Kekulé est parvenu à la même conclusion. Malheureusement, Wurtz avait tardé à faire publier les résultats de Cooper, et c'est donc Kekulé qui récolte les honneurs de la découverte. Cooper ne tire aucune gloire de son travail. Quand Cooper découvre que Wurtz n'a pas publié son article à temps, il insulte son patron et se retrouve licencié. Privé de la reconnaissance de ses pairs, Cooper s'enfonce dans une dépression et passera plusieurs années dans un hôpital psychiatrique. Les mystères du carbone ainsi révélés ouvrent d'innombrables perspectives aux chimistes. Cela a permis la compréhension des molécules organiques et de leurs réactions, ce qui conduit à la synthèse chimique des composés organiques. Très vite, le monde industriel comprend quel profit il peut en tirer. Nous sommes en 1860 et la chimie industrielle vient de naître. À la fin du XIXe siècle, les physiciens s'intéressent à un groupe particulier d'éléments qui vont ébranler les fondements de la chimie d'une façon irréversible. Ce sont les éléments radioactifs. En 1896, le français Henri Becquerel travaille sur les sels d'uranium. Un soir, il oublie des sels d'uranium sur une plaque photographique vierge. Le lendemain, il constate que la plaque a été impressionnée et comprend que l'uranium est la source d'énergie qui a laissé cette ombre noire sur la photo. Becquerel vient de découvrir la radioactivité. À l'époque, il est communément admis que les atomes ne changent pas. Des atomes de carbone restent des atomes de carbone. De l'or reste toujours de l'or. Mais un physicien va bouleverser cette théorie. Ernest Rutherford. Rappelez-vous, nous avons déjà croisé Rutherford dans une vidéo précédente. Et nous avons vu qu'il est à l'origine de la découverte du proton dans le noyau atomique. Les protons déterminent l'identité de l'atome, car c'est leur nombre qui fait l'unicité d'un élément. Par exemple, les atomes de carbone ont 6 protons dans leur noyau. Les atomes d'azote ont 7 protons, et l'oxygène est constitué de 8 protons. En étudiant les protons, Rutherford fait une découverte étonnante. Il comprend que le nombre de protons dans le noyau d'un élément radioactif peut changer parce que le noyau se désintègre. Une partie de la radioactivité est en réalité constituée de protons qui sont éjectés du noyau. C'est ce que Rutherford appelle des particules alpha. Plus le noyau de l'atome émet de particules alpha, plus le nombre de protons dans son noyau diminue. En conséquence, l'identité de l'atome change et l'élément se transforme en un autre. Rutherford se pose alors la question: puisque le mécanisme se produit dans la nature, serait-il possible de le reproduire artificiellement?
pourrait-on créer un nouvel élément à partir d'un autre? Rutherford bombarde un tube rempli d'azote avec des particules alpha. Il observe alors des scintillations qui ne provenaient pas des particules alpha. En pratique, le noyau de l'atome d'azote contient 7 protons, tandis que le noyau d'oxygène en contient 8. Les particules alpha éjectées au cours de l'expérience comptent chacune 2 protons. Lors de la collision, un proton est expulsé et l'autre est réabsorbé par le noyau d'azote, ce qui explique les scintillations. Mais en gagnant un proton, le noyau d'azote n'est plus de l'azote, et il est devenu un noyau d'oxygène. En transformant de l'azote en oxygène, Rutherford est devenu un alchimiste au sens propre du terme. Et avec cette expérience, Rutherford marque un tournant décisif dans l'histoire des sciences. Désormais, nous savons qu'il est possible de transformer un élément en un autre complètement nouveau. En 1932, James Chadwick découvre le neutron. Avec les protons, les neutrons forment le noyau de l'atome. Mais à une différence près. Les protons ont une charge électrique positive, alors que les neutrons sont neutres. Le physicien italien Enrico Fermi comprend le potentiel du neutron lorsqu'il tente de créer des éléments artificiels. La grande idée de Fermi est de créer un nouvel élément qui ne figure pas dans le tableau périodique et qui se situerait au-delà de l'uranium. Avec ses 92 protons, l'uranium est l'élément naturel le plus lourd sur Terre. Fermi se demande ce qui se passerait si l'uranium était encore alourdi par l'ajout de protons ou de neutrons. Il décide donc de mener ses expériences sur l'uranium en bombardant le noyau d'uranium avec des protons. Mais cela ne fonctionne pas. Et pour cause, la charge électrique du noyau d'un atome est positive, tout comme l'est celle des protons qui composent les particules alpha. Par conséquent, ces deux particules se repoussent mutuellement et il y a très peu de chances qu'un proton parvienne à pénétrer le noyau d'uranium. Alors Fermi se dit que s'il utilise des neutrons, particules de charge neutre, le noyau ne les repoussera pas, et ils auront moins de mal à s'infiltrer. En 1934, Fermi entame de nouvelles expériences en bombardant donc de neutrons un noyau d'uranium. Fermi espère qu'en pénétrant dans le noyau, le neutron va le déstabiliser. Comme le noyau atomique cherche absolument à rester en équilibre, quand les neutrons sont en trop grand nombre, il en convertit un en proton en éjectant un électron. Le physicien s'est dit qu'ainsi, il augmentera le nombre de protons et créera un élément nouveau. Au cours de l'expérience, il observe des éléments qu'il ne reconnaît pas. Fermi annonce alors à la communauté scientifique qu'il a créé des éléments plus lourds que l'uranium. Oui, mais qu'a-t-il créé exactement? En 1938, une équipe de chercheurs allemands menée par le chimiste Otto Hahn décide de reprendre les travaux de Fermi. Rapidement, ils s'aperçoivent que ce dernier s'est trompé en affirmant avoir créé des nouveaux éléments. Bien vite, ils identifient l'un d'eux comme étant du baryum, un noyau qui contient 56 protons, alors que l'uranium qui avait servi de base à l'expérience contient, lui, 92 protons. Otto Hahn est alors intrigué. C'est comme si l'uranium s'était divisé en deux. Perplexe, Hahn écrit à sa collègue Lise Meitner. Juive autrichienne, elle a fui l'Allemagne nazie et s'est réfugiée en Suède avec son neveu Otto Frisch, qui est lui aussi physicien. Lise Meitner est intriguée. Avec Otto Frisch, elle décide de se pencher sur le problème. Comme il est relativement lourd, le noyau d'uranium est instable. Lise Meitner comprend alors que ce noyau peut se diviser au moindre choc avec un neutron pour se scinder en deux nouveaux éléments plus stables. En fait, Fermi et Hahn ont été témoins de ce qu'on appelle aujourd'hui la fission nucléaire. Lise Meitner s'attaque ensuite au calcul. Elle estime que la masse combinée des deux fragments résultants est légèrement inférieure à celle du noyau d'uranium de départ, légèrement inférieure d'un cinquième de proton. Mais où est passée cette masse manquante? Eh bien, elle s'est transformée en énergie, conformément à la célèbre équation d'Einstein, E égale mc2, publiée en 1905. Cette découverte marque l'avènement de la physique nucléaire avec ses deux visages. D'une part, les nombreuses possibilités offertes par cette nouvelle forme d'énergie,
et d'autre part son potentiel militaire meurtrier. Pour créer un nouvel élément plus lourd que l'uranium, il faut augmenter le nombre de protons dans le noyau. Pour cela, il faut utiliser une énorme machine appelée synchrotron. D'énormes électroaimants font tourner de plus en plus vite les atomes chargés en électricité. Dans un synchrotron, lorsque les particules chargées atteignent 1/10 de la vitesse de la lumière, elles sont projetées vers une cible métallique, ce qui permet potentiellement de créer un nouvel élément chimique. L'homme est ainsi en passe de réaliser son rêve, fabriquer un élément artificiel qui prolongerait le tableau périodique. En 1940, les physiciens américains Edwin Mathison Macmillan et Philip Alberson bombardent l'uranium avec un faisceau de particules afin de créer l'élément 93. Comme il suit l'uranium dans le tableau périodique, on le baptise neptunium. Et c'est le premier élément artificiel lourd créé de façon artificielle par l'homme. Autrefois, les chimistes devaient se limiter aux éléments existants dans la nature. Désormais, la science fait voler cette barrière en éclats grâce à la création d'éléments artificiels. Mais cette puissance nouvelle n'est pas sans soulever des questions morales. En 1941, le deuxième élément chimique artificiel est fabriqué, et il va devenir tristement célèbre. Son nom, le plutonium. Suivant l'uranium et le neptunium dans le tableau périodique, il est donc logiquement baptisé plutonium en hommage à la planète Pluton. Dans la mythologie romaine, Pluton, c'est le dieu des enfers. Et c'est bien l'enfer qu'a créé l'humanité en utilisant l'énergie destructrice du plutonium. Les scientifiques ne tardent pas à comprendre les propriétés fissiles du plutonium, qui lui permet de libérer beaucoup d'énergie et du coup de fabriquer une bombe. Pensez donc, 1 gramme de plutonium dégage la même énergie qu'une tonne de pétrole. Sur le plan scientifique, l'idée de créer des éléments complètement nouveaux est intéressante. En pratique, la question est de savoir quel est le nombre maximal de protons que peut supporter le noyau atomique. Jusqu'à présent, 26 nouveaux éléments ont été créés. En 2002, on a synthétisé pour la première fois l'élément 118. L'IUPAC a confirmé son identification en décembre 2015 et lui a donné son nom définitif, l'oganesson, en novembre 2016. Ces nouveaux atomes sont tellement instables qu'ils n'existent seulement pendant quelques fractions de secondes. Malgré tout, cela suffit pour déterminer certaines de leurs propriétés. Même si ces recherches vous semblent hermétiques, elles sont nécessaires pour comprendre l'histoire de l'univers. Elles ont également permis de bâtir le monde moderne dans lequel nous vivons. Et cette histoire est loin d'être terminée. Le bref aperçu que nous avons des éléments situés à la limite du tableau périodique suggère qu'il nous réserve encore bien des surprises quant à leurs réactions possibles, leurs propriétés et leur potentiel certainement inimaginable.